quelles sont vos actions, les actions de la CDPA au sein de la coalition Arc-en-Ciel? Eh bien, depuis que la coalition Arc-en-Ciel a été créée, vous savez que dans les premiers mois, cette coalition a été présidée par Maître Apévon Ducard. Et le Maître Apévon m'a passé le relais en tant que secrétaire général de la CDPA le 7 janvier dernier. Et tout ça est conforme au principe que nous avons adopté dans l'acte fondateur de Arc-en-Ciel, où nous avons voulu éviter les problèmes de leadership qui ont toujours constitué un handicap pour l'aboutissement de la lutte de la classe politique. Alors, ce que je dois vous dire, c'est que le bilan d'Arc-en-Ciel est un bilan collectif. À Arc-en-Ciel, nous avons œuvré à ce qu'il y ait une harmonie au sein des membres. Nous avons œuvré à ce qu'il y ait un respect mutuel, à ce qu'il y ait un espace pour chacun pour apporter sa contribution, même si ce parti ne préside pas à un moment donné aux destinées d'Arc-en-Ciel. Alors, ce que je peux dire comme bilan, c'est que Arc-en-Ciel est né dans une très grande adversité. Nous l'avons mise au monde dans une grande adversité et nous avons eu le sentiment, le jour même où Arc-en-Ciel devrait être lancé, que nous n'étions pas compris à l'époque. Donc, Arc-en-Ciel a pris sur lui d'abord d'expliquer vraiment sa vision et de convaincre ceux qui s'interrogeaient encore sur les intentions réelles de ceux qui animent ce regroupement, les convaincre que Arc-en-Ciel avait sa place vraiment aux côtés du CST et que nos deux actions vont se compléter. Et nous les avons rassurés de notre volonté à œuvrer ensemble avec le CST à obtenir les meilleures conditions pour l'organisation des élections. Mais la différence et la particularité d'Arc-en-Ciel, c'est qu'une fois les meilleures conditions obtenues, il est important que l'action unitaire ne s'arrête pas là. Il faut, en tirant le leçon des expériences passées, avoir le courage d'aller plus loin en concrétisant vraiment une alliance électorale qui nous permettra de maximiser les chances pour l'opposition de remporter les élections. Arc-en-Ciel aujourd'hui a réussi à imposer cette vision-là, à s'imposer comme un acteur politique incontournable. Nous avons réussi ensemble avec le CST à faire comprendre la détermination de ce peuple à obtenir les réformes que nous appelons de tous nos voeux. Vous avez sans doute observé que grâce aux actions que nous avons menées, il y a eu des tentatives de dialogue qui ont avorté. Et nous ne nous sommes pas découragés à Arc-en-Ciel. Nous avons toujours agi de manière à ce que le pouvoir comprenne qu'il n'y a pas d'autre issue que de discuter avec l'opposition et de discuter avec sincérité pour faire les réformes qui s'imposent. C'est dans cet état d'esprit que nous avons accepté d'entrer dans l'initiative qui a été prise récemment par l'ambassadeur des États-Unis de permettre à ce que, alors que tout semblait bloqué, alors que les ponts étaient complètement coupés entre le pouvoir et l'opposition, de faire en sorte que
puissions recommencer à nous parler à nouveau. Et c'est une initiative que l'ambassadeur a voulu circonscrire aux partis politiques en considérant que la question des réformes pour les échéances électorales concernait en priorité ces partis. Alors vous avez vu, nous avons, avant même que ces pourparlers n'aient eu lieu, il a fallu vraiment les préparer. On a mis du temps depuis la fin de l'année dernière pour préparer cette discussion informelle. Ce temps nous a permis de nous mettre d'accord sur un agenda dans le format que nous a proposé l'ambassadeur. Il a souhaité que nous fassions l'effort de résumer les points de discussion et ce que nous avons réussi à faire ensemble avec le CST et les partis du CST. L'ambassadeur proposait que l'agenda se limite à 10 points. Nous avons réussi à obtenir un point supplémentaire et donc nous sommes allés à cette discussion avec 11 points sur lesquels nous nous sommes entendus avec le CST et l'ANC. Les discussions, bon, elles n'ont pas été à la hauteur de ce que nous en attendions, dans la mesure où ce que nous considérions comme essentiel et qui concerne les réformes constitutionnelles ayant un lien avec les conditions d'organisation des élections, ces réformes-là, nous n'avons pas pu obtenir qu'elles soient faites. C'était quoi ces points? Les points précis de réforme concernaient la limitation de mandat, la nomination et les prérogatives du Premier ministre, le mode de scrutin, mais aussi la question des institutions telles que la Cour constitutionnelle et la HAC, qui jouent un rôle important dans l'organisation des élections. En dehors de ces réformes pour lesquelles le pouvoir n'a pas donné une réponse positive, nous avons regretté énormément qu'il soit resté intraitable aussi sur la question de la CENI, qui devra jouer véritablement un rôle d'arbitre pour les élections à venir. Et pour nous, il était naturel que l'on puisse comprendre qu'en tant qu'arbitre, cette CENI soit nécessairement impartiale. Et pour être impartiale, il faut qu'elle ait une composition paritaire entre le pouvoir et l'opposition. Les discussions informelles nous ont permis de constater que l'opposition, c'est-à-dire la délégation d'Arc-en-Ciel et la délégation du FRAC, qui était composée au début de représentants de l'ADI et du PSR, avant que le PSR ne se soit retiré le deuxième jour, eh bien, la position commune que nous sommes allés défendre là-bas n'avait pas obtenu l'assentiment du gouvernement. Ce que moi je peux retenir de positif dans ces échanges, c'est d'abord le fait que depuis des mois, on a pu se parler. Nous avons eu l'opportunité de présenter nos positions sur les questions que nous avons jugées essentielles. Nous avons écouté les autres parties prenantes à cette discussion, à savoir l'UFC, UNIR, et nous avons écouté la réponse du gouvernement. Nous avons constaté, pour nous les jeux sont de plus en plus clairs. Ce que nous avons constaté, c'est que il y a une vision commune entre UNIR
l'UFC et le gouvernement, alors que nous aurions espéré que l'UFC nous appuie, nous, la délégation d'Arc-en-Ciel et du FRAC. Ce que nous retenons de positif aussi, c'est que malgré ces divergences, toutes les délégations ont reconnu qu'il y a d'autres voies pour le Togo que de poursuivre le dialogue, et se sont montrés disponibles à poursuivre les discussions. C'est un point très très important à mon avis, parce que on ne peut sortir un pays comme le Togo de la crise dans laquelle nous nous trouvons sans avoir fait un dialogue véritable. Alors, quelle suite à cette La suite, et c'est un dernier point positif dont j'allais parler, c'est l'engagement de l'initiateur, l'ambassadeur des États-Unis, et du facilitateur, Monseigneur Barriga, à continuer leurs efforts pour que nous puissions voir dans les jours à venir, nous puissions voir si le gouvernement ne pouvait pas faire d'autres propositions. Nous nous sommes entendus que nous nous reverrons de toute façon, et nous ne désespérons pas que le gouvernement finira par comprendre qu'il doit prendre ses responsabilités. Il doit prendre ses responsabilités et répondre positivement à ce minimum que l'opposition demande. L'opposition a eu à faire beaucoup d'efforts, déjà en acceptant que dans un premier temps, on apporte des réponses à ce minimum-là de points concernant les réformes constitutionnelles, et nous espérons que le gouvernement appréciera, parce que la responsabilité lui incombe en dernier. Ce que nous avons pu remarquer aussi lors de cette discussion, c'est que finalement, les problèmes du Togo, qui sont déjà très complexes en eux-mêmes, ils se sont compliqués davantage du fait du conflit interne à l'UFC qui a abouti à cette scission au sein du parti, de sorte que les acteurs politiques, certains acteurs politiques, ont tendance à aligner, à donner des réponses aux problèmes du Togo en tenant compte de ce conflit, en se situant dans ce cadre-là. C'est un appel que je voudrais lancer pour que on comprenne, les uns et les autres comprennent que ce qui est en jeu, c'est l'intérêt national, l'intérêt supérieur de ce pays. Nous avons également remarqué que la question des incendies ainsi que les arrestations qui ont suivi a énormément compliqué le tableau dans notre pays. Et nous regrettons vraiment que ces événements ignobles aient eu lieu en ce début d'année, et nous regrettons qu'il n'y ait pas eu une gestion de l'après-incendie qui rassure les uns et les autres. La manière dont les arrestations ont été opérées, et disons l'antécédent même, le tableau qui existait avant, et qui fait que nous avons des institutions au Togo en qui on n'a pas confiance, y compris l'institution de la justice. Tout ceci complique extrêmement les choses. Mais notre vision à Arc-en-Ciel
elle est de faire en sorte que nous gardions la boussole, que l'objectif que nous voulons atteindre, qui est celle de l'alternance, coûte que coûte, en 2015, que nous mettions tout en œuvre pour préparer cette alternance-là, déjà à travers les échéances électorales prochaines. C'est pour cela que nous ne devons pas perdre de vue qu'il est important que nous continuions à nous battre pour l'amélioration des conditions d'organisation des élections. Il est important que nous nous organisions pour aller à ces élections comme un seul bloc, que toute l'opposition aille à ces élections comme un seul bloc, de manière à obtenir une nouvelle majorité de l'opposition, de manière à ce que les élections locales qui devront être organisées et que nous voulons coupler avec les législatives, de manière à ce que ces élections locales permettent de dégager aussi des assemblées locales composées en majorité de forces qui veulent vraiment le changement dans ce pays. C'est seulement à ces conditions que nous pouvons dire l'alternance pour 2015, elle est déjà là. Alors, Madame Adjamabo, si il arrivait que le pouvoir en place persiste dans sa volonté d'organiser les élections sans consensus, qu'est-ce que la CDPA fera? Le pouvoir en place ne persistera pas dans sa volonté d'organiser les élections. Ça dépend de nous. Si nous voulons qu'il ne persiste pas dans une sorte de fuite en avant. Et je peux dire qu'aujourd'hui, un des résultats aussi de nos actions, c'est qu'à force d'insister, à force de tenir ferme, nous avons réussi à éveiller l'attention de la communauté internationale sur la nécessité de faire en sorte que les Togolais puissent se parler. Nous avons l'habitude de dire que la communauté internationale ne viendra pas faire à notre place, mais nous avons besoin qu'elle joue un rôle de facilitation. Et c'est en cela que nous avons énormément apprécié l'initiative qui a été prise par l'ambassadeur des États-Unis. Et dites-vous bien que cette initiative, elle n'aurait jamais été prise si l'ambassadeur n'avait pas senti cette fermeté de l'opposition dans ses revendications et si il n'avait pas compris que, en fait, ces revendications-là ne sont pas fantaisistes et qu'on pourrait vraiment les considérer. C'est dans la même lecture que nous faisons des prises de position d'un certain nombre de partis, le Parti socialiste en France, mais aussi les sociodémocrates allemands. Hein, c'est la même lecture que nous en faisons. Et aujourd'hui, nous pensons que le pouvoir a pris la mesure de notre détermination. Il faut que nous arrivions à ces réformes-là et nous y arriverons. Personne n'a intérêt, pas même le pouvoir, il n'a pas intérêt à persister dans une fuite en avant et à organiser des élections qui vont compliquer les problèmes du Togo. Est-ce que s'entêter, aller aux élections qui seront convenues, hein, dont les résultats même seront convenus déjà entre UNIR et l'URC, est-ce que sincèrement ces élections vont régler les problèmes du Togo? Nous ne croyons pas. Ce serait vraiment impensable qu'on puisse croire un seul instant qu'au lendemain de pareilles élections, l'opposition va se croiser les bras et que ce pays redémarre comme si de rien n'était.
Alors, Madame Adjango, pour terminer, nous allons demander d'après le professeur Messan Leopold Ninabi, comment il va? Il va très bien. Il va très très bien. Il suit ce qui se passe. Et son souci aujourd'hui, c'est comment faire en sorte pour que les problèmes de fond de ce pays soient réglés. Comment faire en sorte pour que ceux qui pensent que le pouvoir dans ce pays est leur propriété puissent comprendre pour que les pauvres populations que l'on manipule en leur faisant croire qu'il y a un problème nord-sud, alors que en réalité c'est juste un petit groupe, une petite minorité qui profite toute seule de ce pouvoir-là et qui instrumentalise les ethnies pour se maintenir au pouvoir. Quelle stratégie mettre en œuvre pour mettre fin à cette situation-là et permettre d'envisager sereinement l'avenir. Car dites-vous, même lorsque nous parlons d'alternance en 2015, nous ne disons pas que l'alternance est une fin en soi. Cette alternance-là, nous sommes convaincus qu'elle ne sera que un point de départ d'un nouveau processus qui va nous permettre, nous, Togolais, tout le monde, sans exclusion, de commencer à redéfinir les règles du vivre ensemble. Il faut absolument que nous travaillions en profondeur pour que les Togolais puissent évoluer dans la sérénité et s'atteler aux tâches de développement de leur pays. Merci, Madame. Merci à vous.